Alors je suis Robert Portal. Après des études dans le secondaire très chaotiques, je suis rentré à l'école des Beaux-Arts de Saint-Étienne et j'ai obtenu un diplôme de gravure. Et paradoxalement, je n'ai pas exercé un métier dans le graphique, mais dans la musique avec mon frère, puisque nous avons formé un groupe et nous avons vécu de la musique. Je me suis intéressé à la botanique assez tardivement, à l'âge de 45 ans, pour connaître quelques plantes médicinales. Et puis, quand on rentre en botanique, on n'en sort plus. Ce qui fait qu'après, j'ai voulu connaître un peu l'ensemble des plantes. Et assez vite, j'ai été intéressé plus particulièrement par les graminées. J'ai produit une dizaine de monographies. Et aujourd'hui, je viens à Montpellier pour présenter mon dernier livre qui est consacré au genre Avena dans le monde entier. Alors, dans un premier temps, je remercie les organisateurs des convergences botaniques de m'avoir invité. Je remercie également Nicolas Doll, qui a préparé mon diaporama, mes relecteurs, Marie Storr et Bernard Belin, et plus particulièrement Marie Storr, qui, de sa plume avisée, a notablement enrichi mes textes. Et encore Nicolas Doll, mais cette fois en y associant Malika Richter de l'association Digitalis, car tous deux ont réussi à me faire sortir de ma tanière pour venir à Montpellier. Alors d'après De Candolle, ces plantes s'appelaient Vromos ou Bromos, c'était dans la Grèce antique. Et puis semble-t-il que ce seraient les Romains qui auraient proposé le nom de Avena, qui a été repris par Bohain et Tournefort, puis par Linné en 1753, pour en faire un nom de genre à part entière. Alors dans le cours du XVIIIe siècle, il y avait de nombreuses graminées qui étaient incluses dans le genre Avena. Je vous en cite quelques-unes, des plantes qui sont aujourd'hui nommées comme des Tricitum, Arenaterum, Vantenata, Dantonia. Tout cela faisait partie des Avena. Et puis on avait quand même gardé les plantes vivaces. Et ce n'est qu'à partir de 1820 que des premiers auteurs vont séparer ces plantes vivaces et leur donner des noms de genre à part entière. Et dès cet instant, eh bien, on a dit qu'il faut réserver le nom Avena pour les plantes annuelles, à une exception près. Alors n'oublions pas que ce genre comporte des plantes sauvages, mais aussi des plantes qui ont été domestiquées. Déjà, paraît-il, ce sont des données qui ont été quand même vérifiées par des archéologues, à partir déjà de 15 000 ans, on pensait qu'il y avait des avoines sauvages et qui étaient des céréales. Et puis dès lors qu'il y a eu la sédentarisation de l'homme, et bien sûr ça a été accentué, notamment par des plantes qui ont été modifiées, à titre simplement morphologique, et un peu plus tard, au fil du temps, et avec les moyens modernes, bien sûr, on a créé de très nombreuses variétés. Alors l'ambition d'avoir voulu faire cet ouvrage au plan mondial m'a été guidée par deux ouvrages très importants. Le premier, il s'agit de Bernard René Baum, un Canadien, généticien et botaniste, qui a fait vraiment une œuvre monumentale en 1977, et dans laquelle on peut puiser de très nombreux renseignements. Et je ne m'en suis pas privé. Le deuxième ouvrage, c'est un ouvrage beaucoup plus modeste d'un généticien et botaniste également qui s'appelle Gideon Ladizinski, qui est israélien et qui a consacré pratiquement toute sa vie au genre Avena. Et il a écrit un petit livre où il raconte tout ça, là aussi très intéressant, ça m'a vraiment influencé. Alors maintenant, je vais vous parler un peu de terminologie. Bon, les piliers des Avena, il est très classique, on pourrait dire que c'est un pilier archaïque, avec deux glumes, une inférieure et une supérieure, et des fleurs en étage. Et la particularité serait que les lemmes possèdent des arêtes très proéminentes. Alors des termes sont peu connus, par exemple l'audicule, et qui sont parfois utilisés pour des identifications, assez rarement, mais enfin, dans des cas où c'est très difficile par ailleurs d'avoir des éléments, on s'attache à ce qu'on peut. Alors l'audicule, ce sont deux petites pièces florales qui se situent à la base de l'ovaire et qui écartent la lemme et la paléole pour laisser libre cours à la fleur au sens strict de s'exprimer et diffuser ses pollens. Un autre terme morphologique, c'est la base de la lemme qui s'appelle le callus et qui revêt une cicatrice. Alors la cicatrice, c'est la zone de rupture des semences.
Alors là, voici le dessin qui vous donne l'emplacement des lodicules. Et sur le dessin de droite, je commence à parler des cicatrices, élément aussi très important. Et là, on voit dans ces cicatrices qu'il y a un bourrelet cicatriciel. Et ce bourrelet cicatriciel, la plupart du temps, même pratiquement tout le temps, il est à la base plus ou moins décurrent. Exceptionnellement, ce bourrelet cicatriciel est tout autour de la cicatrice. Vous voyez que dans ce cas, c'est un cas unique dans le genre. Avec un petit détail comme ça, on détermine la plante. Ici, c'est une image qui présente des éléments qui vont revenir à la fois dans les clés de l'identification et dans les fiches morphologiques. Je vais insister sur l'apex des lemmes qui est denté ou aristulé. Alors l'aristule, c'est une petite arête très très fine qui est dans le prolongement des nervures. Également, un terme peu connu, c'est la subule. Alors c'est une sorte de triangle très étroit et qui finit en apex très très fin, qui se trouve sur les parties latérales des nervures centrales. Et là aussi, pour une espèce notamment, il est utilisé. Ici, j'en viens aux cicatrices. Alors, il y a deux sortes de cicatrices. Celles qui se désarticulent spontanément à maturité et qui laissent une cicatrice nette. Et les plantes qui ne se désarticulent pas. Alors, parfois on dit qu'il n'y a pas de cicatrice. Si, il y en a une, mais elle n'est pas nette. J'ai essayé d'inventorier les différentes formes de cicatrices. Alors les plus classiques, c'est ovale, piriforme, gutiforme, linéaire, très, très spécial. Là aussi, on identifie les plantes à coup sûr, rien qu'à partir de la cicatrice. Et puis parfois obcorniforme, c'est-à-dire en cœur renversé. Et puis il y a des intermédiaires. Ici, j'insiste sur le terme elliptique, car parfois il est utilisé un peu à tort et à travers. Et je pense que la meilleure façon de le qualifier, c'est de considérer que sa largeur, sa plus grande largeur se trouve au centre. On peut également parler de étroitement elliptique, comme le montre la figure 8. Ici, c'est la désarticulation des semences, très important. Il y a 3 types d'inflorescences, j'en ai répertorié 3. Dans le premier cas, les semences se désarticulent séparément et à maturité. Dans le deuxième cas, on peut parler d'une unité de dissémination, c'est-à-dire que les semences restent solidaires entre elles, et c'est seulement la semence inférieure qui se détache et qui entraîne avec elle l'ensemble. Et dans le troisième cas, il n'y a pas de désarticulation spontanée. Ici, vous voyez que je parle beaucoup de désarticulation, et dans les ouvrages, on va vous demander est-ce que la plante est articulée ou non articulée. Et ça, on peut le voir seulement quand la plante est mature. Mais j'ai trouvé une petite astuce pour trouver qu'on peut le voir avant. Vous regardez les pièces florales sur le binoculaire, et si vous voyez des prémices de cicatrices, c'est que la plante va se désarticuler spontanément. Et dans le cas contraire, non. Alors j'ai choisi ces deux exemples, Fatula et Ludoviciana, car ce sont deux plantes qui sont assez proches morphologiquement, dans certaines circonstances. Et donc elles ont des valeurs morphométriques assez semblables du point de vue des pièces florales. Donc pratiquement on se dit c'est quoi. Mais si déjà on regarde ce petit détail, on peut savoir où on va. Ici c'est une dissection, et je ne vais pas faire tout le truc sur les détails, mais quelques exemples sur la morphologie. Bon. Là c'est une différence entre Avena sativa au sens strict et Avena sativa sous espèce byzantina. Alors il y a plusieurs éléments pour les différencier, j'en ai retenu 2 pour vous là. Vous observez la base de la lemme, alors c'est le callus, il doit être plan ou oblique à 20 à 30%, on est chez Sativa. S'il est oblique à 45%, on est chez Byzantina. Deuxième élément, vous observez toujours cette lemme, et elle va garder son raquilé, et il est perdu pour la fleur suivante. Dans le cas de Byzantina, elle perd son raquilé, et il est solidaire de la suivante. Alors dans mon ouvrage aussi, j'ai fait un chapitre sur la classification infragénérique du genre. Alors c'est intéressant parce que ça permet de dégager des grands ensembles. Alors il y a beaucoup d'auteurs qui s'en sont occupés, moi j'en ai retenu 10. J'ai donné toutes les subdivisions qu'ils proposent avec les plantes qui correspondent à ces divisions. Et moi j'en ai choisi une classification qui est très simple, il y a 2 sections, et dans la deuxième section il y a 2 séries. Alors première section, si l'apex des lemmes est denté, on est dans la section Avena. Si l'apex, alors denté, ça peut être bidenté ou multidenté, enfin des petites variantes. Et si on est dans des apex aristulés,
on est dans la section Triaristata. À partir de cette section, 2 séries. La première série, ici, les glumes sont inégales. On est dans la série Inaequae glumes. Et si on est dans les glumes subégales à égales, pratiquement, on est dans la série Pseudo-Aequae glumes. Alors cette série, je l'ai décrite. Alors bien que l'ensemble du schéma existe déjà, mais ma proposition a l'avantage d'être valide. Donc mon ouvrage, j'ai fait appel bien sûr aux herbiers internationaux, et puis il y a des herbiers que des amis botanistes m'ont prêté, peut-être certains se reconnaîtront dans la salle. Et aussi j'ai une chance extraordinaire, c'est-à-dire que j'ai signé une convention avec l'Emirat Center of Wildlife Propagation à Missour, au Maroc. Et cette institution, sachant que je faisais une monographie sur les aouanes, était très intéressée pour que je contrôle leur matériel, et en réalité c'était le plus souvent non identifié. Et en même temps, ça a conforté mes connaissances du genre. Et il y a également 2 botanistes qui s'appellent Mathieu Chamboléron et Abbas Tanji, qui ont fait des récoltes spécialement pour moi. Et à cette occasion, j'ai trouvé une nouvelle sous-espèce au Maroc. Alors ici, on présente... Alors quand je dis on, c'est parce que Valérie Maléco a participé au schéma, c'est même lui qui a créé le schéma, et moi je l'ai adapté à ma conception du genre. Alors on appelle ça le schéma synoptique des taxons par affinité phylogénétique et ploïdique. Vous voyez qu'il y a 3 colonnes, dans celle de gauche, c'est les taxons diploïdes, dans celle du milieu, les taxons tétraploïdes, et dans celle de droite, les taxons hexaploïdes, tout en suivant les dernières données génétiques. Ici, on en arrive aux clés des taxons. Alors, je pense que c'est un peu le cœur de l'ouvrage, parce que bien souvent, un botaniste qui ouvre un bouquin, souvent, c'est pour identifier les plantes. Alors, j'ai proposé 16 pages, 8 en dessin, 8 en texte. Et il y a ces mêmes 16 pages en langue anglaise. Après, on en arrive à ce que j'appelle les fiches morphologiques. Alors, dans les dessins, je présente de toute façon tout le temps l'inflorescence, parfois avec la base de la plante, et je mets en exergue ces fameux apex de l'emme et des cicatrices. Sur le dessin de droite, je propose une petite liste synonymique qu'on va retrouver en fin d'ouvrage par liste alphabétique, les éléments morphologiques, bien sûr, et puis des petits détails sur la génétique, le nombre chromosomique, le génome, répartition en France, répartition dans le monde entier, et puis des petits éléments sur l'altitude, la chorologie et le type nomenclatural. Ici, je vous présente quelques exemples de dessins. Ici, on a Menacloda sous-espèce Erianta. Alors, l'autonyme a été décrit par Durieux, et on a fait une nouvelle combinaison. Alors, j'ai eu la chance aussi, c'est une fierté pour moi. Le grand spécialiste mondial de Ladizinski a co-signé cette combinaison avec moi. Ici, c'est Damascena, une plante qui a été trouvée en Syrie, près de Damas, d'où son nom, et qui avait été considérée comme une endémique de Syrie, puis plus tard, elle a été trouvée au Maroc. Ici, Insularis, c'est un peu dans la même façon de découverte, une plante qui a été découverte par Ladizinski, par lui-même, et qui l'a décrite, et qui s'est située en Sicile, comme endémique, et puis quelques temps plus tard, on l'a trouvée au nord de la Tunisie. Alors elle a une particularité, elle aussi, elle a une cicatrice à nulle autre pareille, donc vous voyez qu'un petit élément comme ça, on détermine les plantes. Ici, Sativa sous-espèce Ateranta, qui est pour moi une bonne sous-espèce, parce que je l'ai cultivée, se situe un peu entre Sterilis et Ludoviciana. C'est Jean-Marc Tison qui m'a, merci à lui, il est présent, je ne sais pas, qui a trouvé cette plante, et je pense que c'est une très bonne sous-espèce. Et là aussi, j'ai fait la combinaison pour être en accord avec la génétique. Après, j'en viens à des remarques pour chaque taxon, pratiquement. Alors, dans le début, j'essaie de parler de la découverte de la plante, quand ça a été possible d'avoir des éléments pour en parler, parce que des fois, on ne les a pas. On a des noms de plantes, mais on ne sait pas d'où elles viennent, et il y a des petites anecdotes qui sont intéressantes. Après, je parle un peu du cheminement de la plante tout au long des siècles, parce qu'il est vrai que les botanistes ne sont pas toujours d'accord avec les noms, les rangs taxonomiques à attribuer aux plantes. Alors ça va d'espèces, sous-espèces, variétés, sous-variétés, comme ça se faisait beaucoup dans le temps, avec beaucoup de subdivisions. Et donc c'est intéressant, et après quand les noms sont valides, ben tous ces noms tombent dans la synonymie. Après, j'insiste un peu sur des précisions sur l'écologie, la répartition des plantes,
Et puis parfois des petites clés lorsque les taxons sont proches, mais qui ne se trouvent pas en proximité dans les clés générales. Ici, c'est une liste des taxons que j'ai retenus. Il y en a 41, dont 2 qui sont seulement documentés dans les remarques, car je n'ai pas eu assez d'éléments pour aller très loin, au même titre que j'ai pu le faire pour les autres. Alors c'est toujours pareil en botanique, il y a des taxons qui sont colportés d'ouvrage en ouvrage, et puis finalement, c'est un peu l'arlésienne, on ne sait pas trop, mais bon, on les garde quand même. Et ici, c'est une liste des nouveautés dans l'ouvrage. Alors le taxon nouveau dont je vous ai parlé, au Maroc, que j'ai découvert. Les nouvelles combinaisons qu'il a fallu faire pour être en accord avec la génétique, donc il y a 10 combinaisons nouvelles. Et puis également ma classification infragénérique nouvelle. En fin d'ouvrage, je propose des dessins en couleur. Tout n'est pas fait parce qu'il m'en fallu 15 ans de plus pour finir le bouquin. Et donc là, c'est Avena barbata sous espèce Vavilobiana. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez au début de mon intervention, je vous ai parlé d'une cicatrice qui est d'un bourrelet cicatriciel qui est tout autour de la cicatrice, c'est celle-ci. Alors vous voyez, je me répète, mais avec un petit élément comme ça, on détermine la plante. Ici, Avena sativa sous espèce terrata, j'en ai déjà parlé, elle est en couleur ici. Ici, Avena strigosa sous espèce atlantica. Alors là aussi, une plante intéressante, assez unique dans le genre, car elle est d'un mode de désarticulation de type B, et avec des apex d'élème aristulés, genre unique dans le genre. Et la sous-espèce que j'ai trouvée, elle est proche de celle-ci, mais avec des valeurs morphométriques de plus grande dimension, puis c'est une plante que j'ai cultivée. Par ailleurs, elle a des éléments qui me font dire que c'est une très bonne sous-espèce. Et puis également, j'ai fait faire la ploïdie, donc je l'ai placée en sous-espèce de Strigosa. Elle s'appelle Atlantic grandiflora. Ici, c'est Avena mania, une espèce aussi assez facile à identifier. Alors, elle avait été découverte, et puis 60 ans plus tôt, elle a été découverte plutôt avant, mais le malheureux botaniste qui s'appelait Gandoger, qui a voulu proposer sa plante avec un nom Marocana, eh bien, le type qu'il a proposé n'était pas en correspondance avec la plante, il a proposé un type de Sterilis, et donc ça a invalidé sa découverte, malheur lui. Alors, le genre Avena a provoqué et provoque encore des controverses chez certains botanistes, car il semble y avoir un hiatus entre la botanique pragmatique, celle qui consiste à identifier les plantes à partir d'éléments morphologiques, et la botanique qui fait appel aux fondamentaux de la biologie, comme la génétique, l'évolution ou la reproduction des plantes. Alors, il ne s'agit pas d'opposer ces deux sciences, mais enfin, il faut bien comprendre et admettre que le botaniste de terrain a à sa seule disposition presque exclusivement que des caractères morphologiques. Alors s'il est en présence dans un même genre de plantes qui ont des caractères très, très différents, ben, il va être tenté de les considérer au rang d'espèces. En contrepartie, la génétique, avec ses études beaucoup plus sophistiquées, notamment le séquençage de l'ADN, va nous apprendre qu'il y a des proximités génétiques entre tel et tel taxon. Et dès lors, il faudra minorer ce rang taxonomique en sous-espèces ou en variété. Mais je pense qu'il ne faut pas opposer ces deux sciences, car chacune d'elles peut apporter des éléments constructifs pour donner aux plantes des rangs taxonomiques des plus appropriés. Alors je ne sais pas si j'ai ouvert un débat ou fermé un débat. En tous les cas, pour l'heure, j'en ai fini avec mon exposé, et je vous remercie beaucoup de l'avoir écouté. Merci pour cet exposé. Tu dis en introduction que les avoines sont toutes annuelles sauf une. Du coup, je voulais savoir laquelle c'était. Oui, alors il s'agit de Avena macrostachya. En effet, c'est une plante qui est vivace et qui se démarque bien sûr des plantes annuelles, puisqu'on a dit que c'était toutes des plantes annuelles. Alors c'est très controversé parce qu'il y a des auteurs qui la considèrent vraiment, pour que ce soit plus cohérent, de le mettre dans les plantes vivaces. Mais les généticiens la mettent dans les plantes annuelles. Alors je l'ai gardée dans les plantes annuelles. Au début de ton exposé, tu présentais les dessins des critères morphologiques. Ouais. Et c'est quand même très fin le détail entre les différentes sections que tu proposes de ces dessins. Du coup, je m'interroge sur
comment on différencie des espèces quand la finesse du critère est aussi détaillée, aussi précise? Oui, mais c'est vrai qu'il y en a qui sont faciles à identifier et il y en a d'autres qui sont plus difficiles. Et parfois, même des fois, certains généticiens parlent d'espèces cryptiques. C'est-à-dire que génétiquement, elles sont différentes, mais sur le plan morphologique, elles sont pratiquement identiques. Mais enfin, pour avoir étudié le genre Avena, je pense qu'on peut s'en sortir avec des critères. Il y en a qui sont assez délicats, par exemple, je sais pas, Castellana, Barbata, des choses comme ça, qui sont assez délicates à identifier. C'est vrai, il y a assez peu d'éléments, mais dans ces cas-là, c'est un peu la décision. On peut parfois se rattacher au nombre chromosomique. Des fois, il y en a une qui est tétraploïde, l'autre diploïde, des trucs comme ça. Mais il y en a qui sont très difficiles à identifier. Voilà. Ouais. Donc vous parlez du genre Avena à travers le monde. Est-ce que c'est un genre du Nouveau Monde, de l'Ancien Monde? Est-ce que c'est un genre exclusivement méditerranéen? Oui, on n'a pas trop évoqué la géographie, je voulais savoir. Oui, c'est un genre du bassin méditerranéen. Mais on parle souvent du croissant fertile, c'est là où, paraît-il, ça serait développé le plus facilement les plantes. Et puis dès lors qu'il y a eu les échanges internationaux, les plantes sauvages, ou je veux dire même les plantes qui étaient domestiquées, les plantes sauvages suivent les plantes, on les retrouve en Amérique, dans le monde entier, quoi. Et je voudrais signaler aussi que c'est le Maroc qui détient le plus grand nombre de taxons. Et donc on peut dire que l'origine c'est le bassin méditerranéen pour les avoines. Alors moi, au niveau des sous-espèces, là, il m'a semblé quand même que vous montriez des caractères morphologiques qui semblaient assez pertinents et en tout cas qui permettaient de distinguer au sein d'une espèce de sous-espèces. Donc ces sous-espèces sont bien validées génétiquement, ouais. Donc ces entités bien différentes, d'accord. Ouais, ouais. Mais alors qu'est-ce qui fait que vous passiez pas forcément au niveau de l'espèce? Et la question, est-ce que vous détectez éventuellement des hybrides entre ces différentes sous-espèces morphologiquement? De toute façon, il y a toujours des hybrides, hein. Alors là, dans des cas comme ça, parfois c'est difficile de trancher, quoi. Mais je pense qu'il y a quand même des caractères assez marqués, quoi. D'accord. Et comment est-ce que, dans votre ouvrage, vous traitez de l'hybridation? Vous parlez justement de caractères intermédiaires qui peuvent faire douter entre certaines sous-espèces. Pas tellement affaire à des choix difficiles sur les plantes pour dire que c'était des hybrides, quoi. C'est seulement pour répondre à Jérôme. Je pense qu'il y a beaucoup d'avoines qui sont autogames, en fait, enfin, dans le genre Avena au sens strict. Hein. Et quand on les cultive, souvent, on ne voit même pas sortir les anthères. Hein. Enfin, je ne sais pas ce que tu as vu, toi, mais... Non, peut-être chez les diploïdes, hein, mais... Non, moi, quand je fais des cultures, j'ai des semences viables. Oui, des semences viables, oui, ouais. Mais issues d'autogamie. Pour qu'il y ait hybridation, il faut au moins que les anthères sortent. Hein. Oui, mais justement, il y a des anthères. Je te dis, j'ai vu pas mal, enfin, au moins dans les tétra-hexaploïdes, j'en ai vu pas mal dont les anthères sortaient pas du tout. Ah non, et pour répondre à la délimitation des espèces aussi, parce que je croyais que il me semble que c'était la question, en fait, c'est d'après les haplotypes, hein, c'est une délimitation génétique. Donc il y a des haplotypes, je ne sais plus comment ils les appellent, A, B, C, etc. Et il y a des espèces AA, AABB, AABB. Ça, c'est le génome, ça. Hein. Oui, c'est le génome. Ouais. Voilà. Et donc, à partir du moment où deux taxons sont morphologiquement différents, mais ont des haplotypes identiques, et en proportion identique, ils ont été classés dans la même espèce. Bon, c'est une classification internationale. Hein. Il y en a une pour les blés aussi, entre autres. Et donc, quand il y a différence morphologique bien tranchée, on fait une sous-espèce. Et sinon c'est synonyme. Bonjour, j'ai une question toute bête. Je crois que vous disiez il y a 41 taxons connus du coup, au niveau mondial. Du coup, sur la France métropolitaine, combien il y en aurait de connus? Ah oui, ça, j'ai pas calculé. Ouais. Oh, il n'y a pas de kilos, une dizaine. Bonjour, moi je suis ébloui par votre travail de dessin en fait. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Vous travaillez, je suppose, à partir d'herbiers, à partir de plantes récoltées, à partir de photos, mais est-ce qu'on pourrait avoir quelques détails? Parce que c'est quand même assez merveilleux dans tous vos ouvrages. Et voilà, c'était juste pour avoir l'occasion de vous féliciter en tout cas. Merci. Oui.
Oui, je travaille à partir d'herbiers. Oui, parfois, il m'arrive aussi de reconstituer les plantes. Par exemple, en herbier, si elle est un peu mal présentée. Donc, je regarde un peu les insertions des rameaux et je reconstitue la plante. Mais c'est dans le cas assez rare. La plupart du temps, je choisis une plante qui est assez belle comme modèle. Et puis, bon, il y a des techniques aussi. J'en parlais avec une demoiselle là, qui me posait des questions. Par exemple, pour les dégrader, tout ça, j'utilise 3 techniques. Il y a le feutre très fin, à 0,03. Après, avec des stylos, un stylo bic tout simplement. Et après, avec du crayon, pour avoir des dégradés très nuancés, quoi. C'est des petites techniques comme ça. Puis poser des questions aussi sur les dimensions, comment composer. Alors moi, je commence déjà par placer l'inflorescence. Et puis je sais que j'aurai des blancs à côté. Je ne me pose pas la question, je place l'inflorescence, je sais que j'ai des blancs à côté et j'essaie de le placer au meilleur endroit. Et également pour les clés, par exemple, non, j'en ai pas un modèle là, mais donc c'est des petits éléments que je colle sur un papier transparent et avec une table lumineuse en dessous, je redessine les lettres pour bien les placer, quoi.